On est parti? Allons-y. Super. Bon, mais du coup, bonjour à ceux qui sont arrivés en cours de route, on va dire. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous. Donc aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de partager donc une expérience, une collaboration et un chouette partenariat entre Marc Antive et Garance et moi. Et en vous expliquant finalement comment on a réussi à optimiser les perfs marketing et commercial pour Garance et moi grâce à un dispositif complet sur HubSpot. Donc, ce qu'on entend par dispositif complet, ça va être vraiment l'implémentation d'HubSpot sur la partie market et sur la partie sales, avec tout ce que ça peut impliquer. Donc, sur les intervenants aujourd'hui, on est super content d'avoir Garance avec nous. Donc, peut-être te laisser, Garance, te présenter. Oui, avec plaisir, Bérénice. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous, évidemment, pour parler de cette très belle collaboration, en effet, avec Marc Antive, qu'on a initiée depuis un an, je crois, à peu près. Alice, Bérénice, c'est ça, à peu près un an. Alors, pour ma part, je suis Garance Hiverneau, la CEO et la fondatrice de Garance et moi. Garance et moi qui a pour mission d'accompagner les femmes dans leur épanouissement professionnel. Donc, on est sur un marché réglementé, sur le marché de la formation professionnelle continue. On s'adresse à du B2C. Et donc, notre objectif, c'est de proposer un bilan de compétences qu'on a dépoussiéré, puisqu'on l'a digitalisé. On a une plateforme tech qui permet d'accompagner ces femmes avec du contenu dédié aux problématiques qu'elles rencontrent et une coach qui va les accompagner à peu près pendant 3 mois sur les croyances qu'elles peuvent avoir qui vont être des freins dans leur carrière professionnelle. Et surtout, on va les aider à s'ouvrir à des nouvelles opportunités professionnelles, que ça soit changer de métier, changer de secteur d'activité, voire de créer leur boîte. Donc voilà, on est en très forte croissance depuis 3 ans maintenant. J'ai 15 collaborateurs et 45 coachs qui font partie de l'équipe. Et en effet, on a initié cette belle collaboration avec Marc Antive depuis à peu près un an et je vais vous en parler évidemment avec grand plaisir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas bien entendu à poser vos questions. L'objectif c'est, j'imagine, dites-moi si je me trompe Bérénice et Alice, mais c'est aussi de pouvoir vraiment répondre à toutes vos questions, peut-être sur des sujets assez spécifiques. Exactement. L'objectif, donc, c'est de vous expliquer ce qu'on a mis en place et surtout de pouvoir répondre à toutes vos questions, que ce soit de notre côté ou que peut-être Garance puisse répondre à toutes vos questions sur ce que elle, ça lui a apporté et ce que ça a changé chez Garance et moi. Alice, vas-y, je te laisse peut-être te présenter. Moi, je suis Alice, je suis consultante marketing et sales chez Marc Antive et j'ai travaillé avec Garance donc depuis le début de notre collaboration pour refondre tous les process marketing et commerciaux sur HubSpot et également dans le cadre de la refonte du site web aussi qu'on a passé de WordPress sur HubSpot, histoire de tout centraliser. Et donc, je suis Bérénice. Je vous parle depuis tout à l'heure sans m'être présentée. Donc, je suis Bérénice. Je suis manager chez Marc Antive d'une équipe donc pluridisciplinaire, donc, consultant, développeur et designer. Et j'ai eu la chance d'accompagner Alice sur ce projet. Peut-être moins tous les jours, mais en ayant quand même un contact et une vue directe sur toutes les étapes du projet. Donc, petit rappel, donc peut-être pour ceux d'entre vous pour qui c'est la première fois que vous participez à un de nos webinaires. Donc, Marc Antive est une agence conseil intégrateur, puisqu'on a ce triple positionnement. Ça fait 8 ans, bientôt 9, puisque nous sommes en 2022, que nous existons. Et aujourd'hui, donc, on est une quarantaine de consultants experts sur comme je le disais en préambule, sur des cœur de métier assez différents. Donc, on a du consulting vraiment pur, on a du gross, on a aussi des designers et des développeurs front-end et back-end. Et on a accompagné environ donc 250 clients de toute taille et toute industrie dans leurs problématiques CRM et marketing automation. On a finalement toute notre offre et notre méthodologie qui s'articule autour de ce qu'on a appelé le Rebelle, avec 4 piliers. Le premier, ça va être vraiment donc resolve, ça va être chercher à comprendre quelle est votre problématique. Donc, on va pouvoir faire des audits, que ce soit des audits UX, peut-être de votre site, des audits SEO,
audit aussi de tout le stack et d'organisation de la data en interne, et puis du consulting aussi sur les besoins, notamment en équipement de marketing automation, mais aussi du conseil sur la partie CRM, etc. Sur la partie build, et c'est en partie ce dont on va parler aujourd'hui, on va vraiment chercher à construire une stratégie et un cadre pour lancer donc, du marketing automation, de l'inbound, mais aussi des process sales et service client. Et enfin, et pas les moindres, tout ce qui est donc web design pour avoir un site qui rock et qui convertit bien, qui vous amène du business, toujours l'objectif. Et puis, une fois que tout ça est construit et tout est mis en place, on passe généralement dans une phase plutôt de run qu'on va appeler execute, où on va accompagner les équipes, que ce soit sur du marketing et de l'opérationnel, mais aussi un support plutôt ops pour accompagner donc, les équipes dans l'utilisation d'outils, dans la mise en place de nouveaux process, etc. Et enfin, le learn, qui est pour nous hyper important, on va chercher à rendre nos clients et nos partenaires autonomes en leur proposant des formations sur ce qui a été mis en place pour eux, sur ce qui est à leur disposition pour que demain, finalement, ils n'aient plus besoin de nous pour leurs problématiques du quotidien. Et donc, du coup, on a aussi organisé le retour d'expérience d'aujourd'hui autour de cet agenda. Donc, dans la première partie, on va chercher à comprendre finalement quel était le besoin et qu'est-ce qu'on a. Donc là, pour le coup, c'était la centralisation, donc marketing, vente et site internet sur un seul outil qui a été HubSpot. Pourquoi on a fait ça, comment on a diagnostiqué tout ça. Je pense que Garance nous donnera aussi son point de vue sur là où on partait. Dans la deuxième partie, on verra finalement qu'est-ce qu'on a construit comme en termes de process, en termes de aussi setup pour répondre à cette problématique-là. Sur la partie execute, on verra donc en capitalisant sur tout ce qui a été mis en place en amont, ce qu'on a pu lancer comme campagne marketing pour accélérer les ventes et accélérer la croissance de Garance et moi. Et puis sur la partie learn, ce sera vraiment notre récap finalement de les erreurs peut-être à éviter, mais aussi les grands enseignements finalement de ce projet. Je vais peut-être laisser la parole à Garance sur la partie d'où on vient et ce qu'on avait initialement pour donner un peu plus de contexte à ce projet. Oui, tout à fait, Bérénice. Alors, en effet, vous êtes arrivée dans un moment clé de la boîte, puisque à ce moment-là, donc ça fait pile un an, c'était au mois de février de l'année dernière, on était dans une phase de rebranding, puisqu'on a changé intégralement le nom de la marque. On est passé de 5 à Conseil, donc je ne veux pas de commentaires sur ce nom de marque absolument horrible, mais voilà, un nom de marque qui se justifiait à l'époque, mais qu'on a souhaité évidemment complètement modernisé et surtout adapté à nos nouveaux enjeux de croissance. Donc, on est passé de 5 à Conseil à Garance et moi, avec un changement de nom de domaine, bien entendu, mais aussi de techno, puisqu'on était sur un site, comme le disait Alice, on était sur WordPress, qui était évidemment pas du tout adapté à la taille de la boîte et à la croissance qu'on avait. Et donc, on a fait le choix de basculer sur le CMS d'HubSpot pour pouvoir avoir une vraie cohérence entre un site, en effet, qui va convertir au maximum et puis la connexion au CRM pour avoir un maximum de data. Et il faut bien imaginer qu'à l'époque, on n'avait quasiment aucune data. On était vraiment en mode fichier Excel, Google Sheet quand même, mais c'était quand même extrêmement fragile et du coup, c'était très compliqué de piloter la boîte, notamment au niveau de la strate market et sales, puisqu'on avait des datas qui étaient pas pertinentes, pas centralisées. Donc, évidemment, on ne pouvait pas en tirer des enseignements pour mettre en place une strate vraiment efficiente. Donc, c'est à ce moment-là précisément que j'ai contacté Marcantive en leur donnant cet immense chantier qui était en effet d'implémenter le site dans HubSpot et puis aussi de récupérer le chantier HubSpot qu'on avait déjà initié, mais en fait, on s'est retrouvé assez démunis puisque nous, on n'avait pas de personne en interne, on n'avait pas un responsable CRM en interne et on n'avait pas une connaissance vraiment pointue d'HubSpot, qui est quand même un outil ultra puissant, mais qui est aussi assez tentaculaire. Hein. Quand on ne le maîtrise pas, on peut vite soit le sous-utiliser, soit carrément mal l'utiliser, ce qui est quand même un problème.
Donc, il y avait cet enjeu de site internet et puis l'enjeu, évidemment, de mettre en place une strat marketing en lien avec le CRM et HubSpot. Et c'est vraiment tout le travail qu'a fait Alice et puis Bérénice ensuite, enfin en tout cas l'équipe au sens large Marcantif, parce qu'il y avait une partie dev également. Et c'était, enfin voilà, on a grandi ensemble dans une phase de forte croissance avec un objectif business qui était vraiment très assumé et qui a été voilà, un beau succès pour tout le monde. Merci beaucoup, Garance, pour la mise en contexte. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, l'objectif principal qu'on avait aussi, c'était de gagner, comme tu disais, en visibilité, et notamment sur la conversion et la performance de toutes vos actions. Vous aviez plusieurs outils que vous utilisiez au quotidien, donc notamment il y avait WordPress, vous aviez HubSpot Marketing et CRM, mais comme tu le disais, ils étaient peut-être pas encore bien adoptés, sous-utilisés. En tout cas, vous n'utilisiez pas les outils au maximum de leurs possibilités. Livestorm pour les webinars. Côté sales, il y avait aussi un ERP pour faire la gestion administrative et de la prise de rendez-vous via Click Rendez-vous. Et par exemple, les problèmes que vous rencontriez à l'époque, c'était quelqu'un a pris rendez-vous, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas de quel canal il est arrivé, qu'est-ce qui a fait qu'il a converti. Peu d'infos et peu de traçabilité en fait sur les leads et c'est un peu ça qu'on a essayé de mettre en place ensemble, à savoir repérer un peu tous les trous dans la raquette et essayer de capitaliser à fond sur la data pour pouvoir ensuite derrière faire des campagnes performantes. Ouais, juste pour appuyer ce que tu dis, Alice, en effet, c'est hyper important, j'avais complètement oublié de le souligner, c'est que nous, on avait un vrai sujet, évidemment, d'acquisition et le fait d'avoir cette espèce d'angle mort où on n'arrivait pas à traquer, en effet, quels étaient nos canaux les plus efficients et du coup, ceux sur lesquels on allait capitaliser en priorité, c'était très compliqué, en effet, de se projeter et d'avoir une stratégie de croissance forte et avec de la visibilité. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, donc on a démarré, on avait quasiment une équipe marketing balbutiante, hein, il y avait quasiment personne. On s'est vraiment staffé avec une équipe aujourd'hui qui est en place. Là, on est encore en train de recruter. Et clairement, cette montée en charge en termes people et outils, c'est ce qui a fait aussi qu'on a pu avoir ce taux de croissance très fort en l'espace d'un an, parce qu'on a associé tout le travail que Marcantive a fait de construction, de mise en place de l'outil avec des personnes dans l'équipe qu'on a recrutées qui ont pu s'appuyer sur de la data pour mettre en place une strat et puis voilà, une exécution opérationnelle hyper alignée. Ça amorce bien ce dont on voulait parler après et qui, je pense, est important à rappeler. Quand on a commencé cette collaboration, l'objectif pour nous, c'était en effet de vous apporter des process et de vraiment adapter l'outil. En l'occurrence, c'était dans ce cas-là HubSpot, à vos usages métiers. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de travailler ensemble et de pouvoir vraiment avoir votre vision stratégie. Vous connaissez votre secteur d'activité, vos enjeux business, et nous, derrière, de pouvoir les appuyer pour vous aider à soutenir vos objectifs avec des process qui fonctionnent et pouvoir aider vos équipes à les adopter. Du coup, ça nous emmène à la prochaine partie de ce webinaire qui était, on va essayer de regarder un peu ce qu'on a pu construire ensemble, comment on l'a construit. L'objectif étant toujours de construire des process qui sont scalables pour aligner le marketing et les ventes. Et je pense que c'était un peu le fil rouge de notre collaboration. Puis ça allait toujours le fait de toujours fluidifier au maximum la collaboration entre le marketing et les ventes et optimiser au mieux donc à la fois les process, les performances, mais aussi le parcours du coup des utilisateurs. Donc l'objectif en tout cas, c'était de pouvoir réunir en un seul outil tous les process à la fois marketing et commerciaux. Donc on a pu identifier quelques sous-objectifs pour y arriver, pour mettre en place tous ces process. Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu quels sont les différents objectifs, les process qu'on a pu mettre en place. Et puis voilà, on pourra avoir aussi ton retour sur ces différents sujets. Mais dans l'idée, pour réussir à aligner le marketing et les ventes, l'objectif, c'était, comme tu le disais, de centraliser les infos dans le CRM, à la fois sur les clients, sur les prospects et surtout avec de la donnée, de la data de qualité pour pouvoir s'en servir derrière et faire des campagnes qui fonctionnent. Faciliter la collaboration entre le marketing et les équipes commerciales pour générer en fait des leads plus qualifiés pour que tes équipes elles gagnent en performance et surtout, très important, pouvoir commencer à évaluer et suivre vos performances de manière plus complète.
et pouvoir vraiment avoir beaucoup plus d'infos sur quel est le parcours de l'utilisateur, quels sont les canaux qui convertissent, où sont les axes d'amélioration, ce qu'on ne peut pas faire sans des reportings qui nous permettent d'en savoir plus sur nos chiffres. Du coup, pour tout ce qui est votre objectif qui était de centraliser un peu les infos clients et prospects, là, l'objectif, c'est vraiment de regarder ce que vous aviez en base, d'essayer de trouver des manières de segmenter, de récupérer de la donnée de qualité, notamment en travaillant au mieux une stratégie de formulaire. Donc, je sais qu'on en a déjà pas mal parlé. Et vous, votre problème à la base, c'était aussi que vous n'arriviez pas à récolter de la donnée de qualité. Je ne sais pas si depuis toi, tu as peut-être vu quelle différence tu as pu voir entre les process qu'on a pu structurer pour améliorer la donnée dans votre CRM. Je vais répondre à ta question, Alice. Je suis désolée parce que j'ai mon voisin qui a la très bonne idée de faire des travaux maintenant. Et donc, il y a un bruit de perceuse en fond. J'espère que ça ne va pas trop dégrader la qualité du son de votre côté. Oui, pour répondre sur ce point précisément, clairement, encore une fois, on avait un espèce d'angle de mort sans data, sans savoir typiquement notre persona qui était notre persona type. Donc, on a fait un gros travail avec vous d'affiner ce persona et puis de récolter en effet de la data sur nos leads et sur nos clients pour leur apporter, leur pousser du contenu, évidemment, qui va leur permettre d'arriver à maturité, de convertir derrière, mais du contenu qui va être adapté à chaque fois à leurs problématiques, à leur façon de raisonner, etc. Donc, on a pu vraiment, et d'ailleurs, parfois, on a été surpris de la data qu'on a analysée, parce que ça permet aussi de se challenger par rapport à une vision qu'on peut avoir de nos clients qui peut parfois être erronée, où nos clients évoluent avec le temps, avec la vie ou avec juste un contexte, typiquement le Covid, les besoins ne sont peut-être pas les mêmes en période Covid ou hors période Covid. Donc clairement, tout ce travail d'analyse de la data, ça nous permet de nous adresser à nos leads ou à nos clients de manière beaucoup plus directe et efficiente. C'est vrai que l'objectif, c'était vraiment de pouvoir personnaliser au mieux les échanges. Et un autre point qu'on a beaucoup travaillé ensemble, c'était donc tout ce qui est collaboration entre les équipes marketing et sales. Je pense que quand on a commencé cette collaboration, et je pense que ça doit être le cas pour évidemment beaucoup d'entreprises qui sont en forte croissance, qui ont des objectifs assez soutenus, qui sont en train de recruter, mais ça va très vite. Et il faut aussi s'adapter. Il y avait une frontière assez poreuse, je pense, entre la partie marketing et la partie commerciale. Donc, les commerciaux contactaient parfois des leads qui étaient encore trop peu qualifiés, puisqu'on n'avait pas trop de manière de savoir en fait quelle était la maturité des leads à ce moment-là. Ça pouvait leur faire perdre en efficacité. Donc là, notre objectif, ça a été de mettre en place par exemple du lead scoring qui nous permet d'évaluer la maturité d'un lead avant de le transmettre à l'équipe commerciale, donc pour s'assurer que la personne qui va rentrer en contact avec un sales est déjà au courant des activités que vous proposez, a déjà manifesté son intérêt, que ce soit sur des contenus ou en faisant une prise de contact directe. Pareil pour tout ce qui est l'attribution aussi des leads, c'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de à quel moment un lead est géré par la partie marketing, à quel moment elle arrive côté commercial. Et tout ça, on a pu le mettre en place, notamment avec tout ce que nous permet de faire les différents assets d'HubSpot Marketing, donc que ce soit du lead scoring, de l'automation aussi quand on décide d'essayer d'activer des leads, de les nurturer. Et je pense que là aussi, de son côté, tu as dû voir la différence, en tout cas en termes de traitement et de volume, puisque je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un vrai problème pour gérer le volume de leads entrants. Qui n'a de cesse d'augmenter et c'est plutôt une super nouvelle, mais clairement il y avait un vrai sujet de pouvoir les traiter ces leads. Donc le scoring ça a été une étape hyper importante et d'ailleurs une de nos sales, Marine, l'a dit aussi, hein, elle nous dit très clairement aujourd'hui qu'elle convertit beaucoup mieux parce qu'en effet elle a des leads beaucoup plus qualifiés et le temps de travail d'une sales, c'est évidemment un temps qui est hyper précieux et donc il faut qu'elle puisse être très focus sur des leads qui sont arrivés en effet à un point de maturité et qu'elle va pouvoir convertir beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un énorme travail en effet qui a été réalisé par l'équipe Marcantive et nous, on le voit de manière très, très concrète et très opérationnelle à quel point ça a amélioré les différents taux de conversion.
Puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en combinant HubSpot pour les sales, pour le marketing et pour le CMS, ça permet aussi au moment de décrocher son téléphone pour les sales et d'appeler, d'avoir quelque chose de beaucoup plus contextualisé avec les dernières pages que la personne a regardées avant de convertir. Est-ce qu'il y a des pages sur lesquelles elle est revenue et revenue et donc c'est vraiment des points qui l'intéressent. Et voilà, ça permet d'enclencher une conversation qui est vraiment contextualisée et qui, oui, tu le disais, mène à des taux de conversion, je pense, plus élevés pour les sales. Ça rejoint un peu le prochain objectif que vous aviez de générer plus de leads qualifiés. De toute façon, tous ces différents sous-objectifs servent à un but commun qui était de vraiment aligner au mieux le marketing et les sales pour améliorer les performances business d'un point de vue global. Mais du coup, là, l'idée, voilà, c'est comme le disait Bérénice aussi, de pouvoir avoir plus de contexte sur un prospect quand on commence à rentrer en contact avec lui d'un point de vue commercial, et surtout de faire gagner du temps et en efficacité en offrant à nos sales en fait des leads aussi plus qualifiés. Donc ça passe évidemment par tout ce qui va être activation, nurturing, essayer d'envoyer des contenus, de faire engager son prospect, mais également quand on génère un prospect, d'avoir déjà plus d'infos sur eux à la base. Et ça passe aussi par tout ce qui a été le gros travail qu'on a pu faire sur les formulaires sur le site pour essayer vraiment d'avoir plus d'infos quand on acquiert un lead, et de travailler aussi derrière sur tout le funnel de vente de manière générale. Et je pense aussi dans l'autre sens de faire en sorte que les leads aient la bonne information pour qu'ils soient aussi au clair sur ce qu'ils veulent ou ne veulent pas, et ce que Garance et moi, dans ce contexte, peut leur apporter de manière très précise. Et donc, éviter un peu les leads qui n'auraient pas vraiment compris, ou les leads qui, du coup, se seraient un peu perdus dans leur demande et qui, du coup, ne correspondraient pas et feraient peut-être perdre du temps aux sales, je pense. Ouais. De scalabilité et donc d'industrialiser en effet les informations qui sont toujours les mêmes, qu'on doit constamment redonner au lead. Et ça, en effet, on a pu le mettre dans du contenu qui a été poussé auprès de ces leads-là, ce qui fait que quand le lead arrive dans le funnel au moment repart sur la partie commerciale, il a déjà un maximum d'infos, et donc c'est beaucoup plus facile à convertir parce que la sales, elle ne va pas perdre trop de temps à raconter des informations qui sont assez standardisées parce que le lead les aura eu avant. Et donc là, du coup, il n'y a plus vraiment que l'effort commercial à fournir. Et encore une fois, on gagne beaucoup de temps sur le temps du commercial. Et donc, c'est évidemment hyper efficace pour tout le monde. Et du coup, on est à augmenter la productivité et l'efficacité des équipes, donc c'est parfait. Une belle transition. Et pour ce cas de figure, donc évidemment, tout l'enjeu de générer des leads plus qualifiés, c'est de faire gagner en productivité à tes équipes, mais il y a aussi un autre chantier qu'on a mis en place, qui était de vraiment restructurer les process commerciaux pour faire en sorte d'utiliser HubSpot de manière optimale, pour pouvoir optimiser le temps de traitement des leads, également leur efficacité au quotidien. Ça a passé par la mise en place d'automatisation, par exemple, pour automatiser ce qui était automatisable, que ce soit par exemple un mail suite à une prise de contact, des workflows de relance quand quelqu'un n'a pas répondu à un premier mail, etc. Tous ces éléments qui manuellement prennent du temps. Là, l'objectif était de pouvoir identifier à quel moment du parcours, quand on arrivait vraiment en contact avec les commerciaux, on allait pouvoir automatiser pour faire gagner du temps aux équipes. C'est passé aussi par la redéfinition des pipelines dans les outils sales d'HubSpot pour vraiment essayer de fluidifier au mieux le suivi du parcours du client. Et tout ça, en fait, toujours dans l'objectif d'être encore plus efficace. Et je pense aussi que du coup, je ne sais pas si tu as un retour, toi, Garance, à ce sujet sur la mise en place de nouveaux process pendant l'année. Oui, encore une fois, nous, on partait quasiment de rien. Donc, il y avait à la fois un travail de refonte sur les process et aussi de documentation. Ça, c'est vraiment un truc que nous, on a beaucoup apprécié avec vous, c'était de documenter les process parce que voilà, évidemment, on intègre des nouvelles personnes dans l'équipe, la boîte bouge beaucoup, et donc c'est bien de pouvoir toujours se référer à ce qu'on a mis en place.
de manière assez précise. Et ce qui est top aussi, c'est que là, typiquement, on est en train de revoir, comme vous le savez, une partie des process commerciaux, mais on sait pourquoi on a pris telle décision à telle époque, on sait pourquoi on change, on a la data pour prendre les bonnes décisions et ça permet d'être extrêmement réactif et quand on veut changer ou faire un test and learn sur un sujet en particulier. Donc oui, c'était vraiment sur toute la partie process, c'était hyper intéressant. Et je rebondis sur la remarque d'Olivier qui visiblement nous a quittés, mais je n'ai pas le sentiment, évidemment, moi je suis sur un marché B2C, mais je pense que c'est tout à fait applicable en B2B. Et d'ailleurs, Marcantif, je pense que vous avez beaucoup de clients B2B, peut-être même majoritairement B2B, je ne sais pas trop, mais je pense. Donc pour moi, c'est complètement applicable en B2B. Au contraire, je vais vous laisser rebondir, je pense que vous en parlerez mieux que moi, mais pour moi, ce n'est pas du tout spécifique au marché B2C. Yes. Alors juste parce que je pense que les autres n'ont pas vu le commentaire d'Olivier. Donc c'était Olivier qui disait que c'était plutôt tourné B2C. Et donc Garance lui a répondu, donc ça sert à rien que j'en rajoute. Mais effectivement, nous on a plutôt des clients B2B au final, je dirais et on est sur du 70-30 à vue de nez sur nos clients B2B, B2C. Et on a une question de Mélanie sur combien de temps pour un tel chantier. Sur la partie cadrage, donc vraiment on va dire website plus le mise en place des process marketing et sales, on était sur quoi 3 mois? Ouais, en fait on a commencé en février, ensuite on a commencé à restructurer tous les process marketing et commerciaux, donc entre le moment où on a commencé à cadrer tous ces éléments-là, une fois que le site a été live et que derrière, on a pu tout implémenter, onboarder les équipes et surtout faire la transition entre les anciens et les nouveaux process, ce qui peut prendre un peu de temps puisque on a encore des deals qui sont dans nos anciens process, ils doivent finir leur chemin pour ensuite derrière que les équipes passent sur les nouveaux process. Donc ça a pris, je pense on était en mai, février jusqu'à mai, donc 4-5 mois en tout, pour vraiment que tout soit live, opérationnel et que tout fonctionne. Yes. Suite au cadrage. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions, mais effectivement, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On va pouvoir vous donner nos adresses mail. S'il y en a beaucoup, ce sera peut-être plus simple. Alors, et je vois qu'on a aussi une question sur la data quality, donc je pense qu'on en parle aussi un petit peu plus loin. Oui, oui, c'est ça. Oui, le webinaire est enregistré. Ok. Du coup, sur la partie, on va dire, learning, qui est toujours importante pour nous, de se poser et de se dire qu'est-ce qu'on a appris de cette partie, c'était vraiment de se dire, l'important finalement, c'est d'avoir un process scalable. Et un process scalable, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que comme disait Garance, si on a des changements à effectuer, on puisse les faire assez facilement. Et si aujourd'hui, on a 2 personnes qui s'occupent des sales et demain on en a 40, le process peut être répliqué. Il y a des petits ajustements évidemment si on passe de 2 à 40, mais c'est quand même quelque chose qui est assez solide et assez robuste pour être dupliqué et appliqué à toutes les équipes. L'importance de bien documenter, effectivement, c'est comme le disait Garance, ça c'est un petit peu notre dada aussi, je pense, chez Marcantif. On a une petite obsession sur la documentation, que tout soit bien clair, bien écrit, bien carré. Et puis avoir un honneur de l'outil et des process en interne, ça c'est quelque chose qui est assez important puisque ça permet quand même d'avoir quelqu'un qui est garant, entre autres de la data quality, mais aussi des différents process et pour pouvoir les modifier et les faire évoluer en fonction des besoins. Juste avant qu'on passe à la prochaine partie, on a une question, donc c'est peut-être plus pour Garance, sur qu'est-ce qui a justifié ton choix pour HubSpot. Est-ce qu'il y avait des éléments vraiment clés qui t'ont permis de prendre cette décision? Alors moi, il n'y avait pas du tout la question du website. D'ailleurs, je pense que ça n'existait pas. À l'époque, on a choisi HubSpot, il n'y avait pas encore l'option website intégrée. Moi, c'était plutôt d'être dans une logique de marketing automation. En fait, on est majoritairement sur de l'inbound marketing et donc, on n'a pas passé des jours et des jours à faire un benchmark énorme des solutions sur le marché, mais c'est celle qui nous paraissait la plus pertinente et la plus en lien avec notre business. Voilà, j'avoue que, en plus, j'ai pas été la seule à prendre la décision à l'époque, donc j'ai pas
l'intégralité du process de prise de décision sur ce sujet-là, mais c'est vrai que HubSpot nous a apparu vraiment à l'époque comme l'outil un peu de référence quoi, sur le marché. Voilà. Cool. Bon, ben, merci. Et du coup, une fois qu'on a structuré tous ces process, il est aussi intéressant d'analyser, c'est quand on lance nos campagnes marketing, qu'est-ce qui se passe derrière, quelles sont les infos qu'on commence à récolter, comment on fait du coup pour lancer des campagnes performantes, les adapter et surtout faire en sorte qu'elles soient toujours au service des ventes, puisque c'est l'objectif principal. Donc, une fois qu'on a pu mettre en place tous ces process et capitaliser sur notre data pour lancer des campagnes performantes, il y a pas mal de choses qu'on a pu tester et mettre en place et qui participaient encore à récolter encore plus de données, du coup, pour encore plus affiner nos process. Mais par exemple, le fait d'avoir une base avec des infos pertinentes sur nos prospects, comme tu le disais, Garance, tout à l'heure, ça nous a permis notamment de vraiment personnaliser les échanges et de mettre en place des campagnes de marketing automation vraiment ciblées en fonction de la problématique, de ce qu'on imaginait, en tout cas de la problématique des users. Et derrière, ça optimise forcément les taux de conversion, puisqu'on s'adresse vraiment de manière personnalisée, ce qui participe à l'expérience utilisateur. Il y a d'autres choses qu'on a pu tester aussi, comme par exemple réactiver des contacts. C'est vrai que quand on a à la fois son CRM et le marketing centralisé sur un outil, il est beaucoup plus facile pour nous de, par exemple, se dire, voilà, on a des personnes qui étaient en contact avec un commercial, au final, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Peut-être qu'on pourrait essayer de les recontacter au bout d'un certain temps pour réactiver ces contacts et essayer de redonner une chance pour potentiellement générer une opportunité commerciale. Donc, c'est plein d'éléments qu'on peut, en fait, du coup, faire de manière graduelle en testant. On lance nos premières campagnes, on analyse les données, on regarde ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, on ajuste, on adapte. L'idée étant de toujours agir à chaque étape du funnel de vente pour accompagner les prospects dans leur maturité et vraiment essayer de rendre les campagnes performantes au service des équipes commerciales. On a une petite question de Thomas sur, je pense plutôt pour toi, Garance, la taille de l'équipe commerciale et comment se déroule votre cycle de vente standard. Donc, c'est assez vague comme question. Je vais peut-être te laisser répondre et puis Oui, bien sûr. La taille de l'équipe commerciale, elle est très petite. Là, on a 2 sales, en sachant qu'on est en train d'augmenter cette équipe commerciale de manière assez importante. Et c'est ce que je disais précédemment, c'est qu'on est en train de revoir tout notre process commercial. Et donc, on va intégrer probablement une partie de nos coachs dans le processus commercial. Et donc, nécessairement, on va passer de 2 à 10, 15, 20 personnes au vu du volume de leads qu'on a dans le pipe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, on a un cycle de vente qui est relativement assez standardisé. Je vous le disais, on est majoritairement sur de l'inbound marketing. Donc, on a un flux qui arrive sur le site. On a après plusieurs points de conversion. Et ensuite, ça arrive en effet dans le pipe commercial avec des sales qui convertissent soit via des webinars en fonction du scoring du lead, soit en one-on-one sur des entretiens individuels si on estime que le lead est un lead qui correspond qui est considéré comme un lead qualifié pour nous. Donc voilà, c'est assez standardisé, mais nous, on est encore une fois sur un marché B2C, donc on n'est pas sur des cycles de vente très longs, on n'est pas sur des cycles de vente complexes. Donc nous, on est vraiment dans un funnel de vente qui est une machine de guerre, quoi, qui est vraiment industrialisé au maximum pour pouvoir convertir. Évidemment, on est sur un marché de mass market, donc c'est assez spécifique. D'où l'intérêt, en effet, d'avoir beaucoup de data et d'avoir des process qui soient vraiment extrêmement bien mis en place pour que ce funnel soit très, très efficace. Après, typiquement, je pense que le projet qu'on a mené et la façon dont on a réfléchi et construit tout ça s'adapte à peu près toute taille et toute organisation commerciale, puisque c'est vrai qu'on a pu mener avec Alice des projets sur des entreprises où il y avait aussi une organisation plus BDR, SDR, puis account exec, puis Customer Success pour le renew, pour les upsells, etc. On a eu des boîtes où c'était uniquement des account exec et qui étaient plus sur de la chasse, du cold emailing, etc. Donc,
Finalement, les process qu'on a mis en place sont vraiment spécifiques à Garance et moi, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion aussi de bosser sur pas mal de projets différents et on arrive en fait à définir des process et à définir surtout une utilisation d'HubSpot qui colle vraiment aux équipes et qui est encore une fois, et ça c'est vraiment important pour nous, qui soit scalable pour les changements potentiels et les croissances très, très rapides. Je pense que ça répond à la question plutôt bien. Et juste avant de passer à la suite, je pense que aussi le résultat du coup de ces campagnes qu'on a pu mener d'un point de vue commercial, c'est que fatalement on augmente le taux de conversion des leads en opportunités, mais également en clients, puisque les gens sont plus renseignés. Quand les prospects arrivent en phase d'échange commercial, ils sont plus qualifiés que ce qu'ils étaient avant, ce qui fait que ça fait gagner du temps, encore une fois, aux équipes commerciales. Et il y a aussi un point qui est intéressant, c'est qu'on a, je pense, maintenant, chez Garance et moi, une meilleure visibilité aussi sur ce parcours client, puisqu'on a réussi vraiment à combler les trous, à vraiment avoir un cycle de vie complet du client. Quel est le parcours classique, en fait, que va avoir un lead qui arrive via l'inbound et qui finit client. Je pense que ça aussi, c'est vraiment super important pour derrière pouvoir encore toujours plus améliorer ses process et toujours être dans un objectif d'augmenter ses conversions, quoi. Pour conclure un peu sur tout ça, on a listé une liste des effets qu'on a pu voir en fait suite à la mise en place de ces campagnes. Mais peut-être que au-delà de ça, Garance, tu peux nous faire un peu ton feedback aussi, le retour de toi, ce que tu as pu voir assez rapidement après la mise en place des premières campagnes. Oui, tout à fait. Donc, on a en effet amélioré les taux de conversion, hein. Ça, c'est assez net. Et du coup, je rebondis sur votre remarque, Younes, voilà, où vous demandez est-ce que vous avez noté une amélioration des contacts qualifiés, car l'automatisation peut être souvent un outil qui apporte des contacts qui ne convertissent pas. Nous, au contraire, on a vu complètement, on a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup mieux converti parce que justement, on a mis en place tout ce travail de scoring. Après, il y a aussi évidemment tout le travail sur les canaux d'acquisition, hein. Il ne faut pas oublier le haut du funnel. Donc, il y a un gros travail aussi qui est fait sur toute la partie ads, sur les différents canaux d'acquisition. Mais en tout cas, une fois que les leads arrivent dans HubSpot, on n'a pas remarqué une dégradation. Au contraire, on a remarqué un taux de conversion qui a été bien meilleur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, Alice, sur le sujet on a fait tellement de choses que tu vois, on a eu tellement de c'est le principal, c'est la chose qui est moi la plus importante en fait, c'est que maintenant aujourd'hui, quel que soit à chaque fois que vous générez un nouveau lead, il y a des process en place pour le convertir, pour essayer de le pousser à la conversion. Donc, en effet, parfois, comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un arrive dans notre CRM, en fait, c'est pas adapté, c'est pas un client pour nous. Il a téléchargé un contenu, mais il n'a pas envie de faire un bilan de compétences, par exemple. On va le nurturer, on va voir qu'il réagit pas. Bon, dans ce cas, ça deviendra un lead inactif. C'est aussi une manière de trier un peu sa base et de vraiment identifier quels sont les prospects, les leads qui ont un potentiel pour me rapporter du business et quels sont ceux sur lesquels je vais pas placer mes efforts marketing et commerciaux. Et puis juste, pardon Garance, j'allais rebondir sur ce que tu as dit sur la partie ads. Pour moi, un des effets aussi qu'on a vu très rapidement, c'est de pouvoir analyser en fait les résultats parce que on a plein de canaux d'acquisition, on a de l'inbound, on a de l'ads, de l'ads sur différentes plateformes, différentes campagnes, etc. Je pense que c'est aussi intéressant aujourd'hui de pouvoir se dire avec des données et de manière hyper précise, tel canal est hyper intéressant pour l'acquisition, mais finalement peut-être que celui-ci est meilleur dans la conversion. Et donc pouvoir aussi rebalancer ses efforts marketing et ses budgets en fonction des données qu'on a pu récupérer, et donc d'avoir une utilisation finalement des budgets qui est plus mesurée. C'est clair, hein, non, mais c'est clair, c'est un point qui est en effet hyper important, c'est que nous, nécessairement, notre budget marketing, évidemment, augmente de manière assez importante au vu de la croissance. Et là, clairement, quand on a fait le budget 2022,
pour la première fois, on avait en effet une vision assez précise de notre performance. Et donc, on savait comment on allait ventiler notre budget marketing parce qu'on avait de la data. Et ça change tout parce que jusqu'à maintenant, on naviguait complètement à l'aveugle. On dit, bah oui, on va mettre tant de budget en ads, tant de budget je ne sais pas, en content, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne traquait pas du tout on traquait évidemment les budgets, mais en tout cas, on ne traquait pas les leads, on ne traquait pas les taux de conversion, et donc, on ne savait pas en fait ce qui était réellement performant ou pas. Et donc là, pour la première fois, grâce à ce qu'on a fait avec Marcantive, on a en effet cette data, ce qui nous permet de piloter de manière beaucoup plus efficace le budget marketing. Et je rebondis sur le dernier point de la slide, qui est l'alignement entre les actions marketing et commerciales. Alors nous, on a fait le choix, chez Garance et moi, de faire un seul et même service, qui est un service revenu, et donc d'associer le marketing et le sales, mais parce que c'est encore une fois très spécifique à notre business. Mais même quand on a des boîtes avec deux pôles de services market sales, en fait, HubSpot permet aussi de centraliser la data, les dashboards, les objectifs, et du coup d'être hyper aligné. Et on sait bien que dans les boîtes où il n'y a pas d'alignement entre le market et le sales, en fait, il y a un problème de performance parce que on va pas dans la même direction, on regarde pas les mêmes KPIs, et du coup, probablement qu'on n'atteint pas nos objectifs. Donc vraiment, cette question d'alignement, elle me semble cruciale, et quel que soit le marché, en B2B, en B2C, et clairement, HubSpot, ça permet d'avoir cet alignement, ne serait-ce que parce que c'est dans le même outil déjà. Et puis après, dans la construction évidemment des dashboards, et Marcantive nous a aussi accompagnés sur ça. Nous, on n'avait rien. Encore une fois, on avait un Google Sheet qui était quand même assez basique. Là, on a des dashboards qu'on peut consulter en temps réel, qui nous donne de la data et qui nous permet de réagir extrêmement rapidement si on voit qu'il y a un décrochage quelque part. Cool. Du coup, finalement, nous, ce qu'on a retiré, on a essayé de compiler. Je sais qu'il est midi 12 et que je pense que tout le monde commence à avoir faim, donc je vais essayer d'aller assez vite. Mais on a essayé de compiler un peu les erreurs à éviter quand on se lance avec HubSpot. Et ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, l'une des premières erreurs, c'est sur toute cette notion d'ownership. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a deux notions là-dedans. La première, c'est de ne pas assez bien mapper qui est responsable du prospect ou du client par la suite à chaque étape de sa vie. Et c'est les fameux trous dans la raquette dont parlait Alice, où peut-être qu'à un moment, finalement, le prospect est mature, mais pas complètement, et il est un peu laissé à l'abandon parce que le marketing considère que c'est plus sa responsabilité, que ça peut pas être pris en charge par les sales parce que c'est pas assez mature ou parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc vraiment de mapper comme ça qui s'occupe de quel prospect à quel moment, c'était hyper important. Et puis d'avoir aussi un ownership en interne, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir peut-être un référent, quelqu'un qui connaît tous les process, qui peut aider, aiguiller les utilisateurs et amener à finalement les changements quand ils sont nécessaires sur l'outil. J'essaye d'aller assez vite, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Je sais qu'on a aussi pas mal de questions. On y répondra plutôt par mail pour essayer d'aller rapidement, mais on les a toutes, on les garde toutes. Ensuite, on a la définition donc, des cas d'usage marketing. On en a beaucoup parlé, mais c'est finalement à quel moment on souhaite transmettre un lead à l'équipe commerciale. Pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un lead finalement mature, et comment, sinon, par quel biais, par quel canot, pardon, je vais y arriver, par quel moyen l'équipe marketing va faire en sorte que ces leads arrivent à ce niveau de maturité qui est attendu. Ensuite, on a la partie stratégie et documentation. C'est peut-être important de le remettre. Je pense qu'on en a pas mal parlé aussi, mais vraiment tout documenter, que ce soit les process et qu'est-ce qui est attendu, par exemple, côté sales à chaque étape d'un pipeline, mais aussi côté marketing, qu'est-ce qu'on met dans le scoring, comment il est défini, ou segmentation, quels sont tous les champs qu'on utilise, comment on les utilise, quelle est leur valeur. Tout ça doit être vraiment hyper carré, hyper documenté, que ce soit pour derrière que quelqu'un qui arrive comprenne très rapidement finalement ce qui est mis en place, et donc soit onboardé hyper vite sur les process, que ce soit marketing ou sales, mais aussi pour qu'on ait une traçabilité et qu'on puisse effectuer des changements en comprenant toutes les implications que ça peut avoir ailleurs. La partie formation, donc ça, on l'a fait pour justement pour les sales et pour le marketing. L'idée, c'est vraiment
que tout le monde comprenne comment utiliser l'outil. Il n'y a rien de pire, je pense, pour la partie commerciale qu'un process qui, sur le papier, est super bien pensé, mais parce que l'équipe commerciale n'a pas été formée, on continue à utiliser des Google Sheets. Je pense que ça, c'est la hantise de chaque responsable commercial. Donc, vraiment hyper important la formation. Et puis, sur le reporting, on en a pas mal parlé, mais on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, beaucoup d'efforts doivent être mis quand même sur la partie reporting, créer des dashboards et créer un suivi qui fait sens aussi avec vos objectifs et qui permet de prendre des décisions éclairées. Et enfin, l'adoption. Donc, c'est en lien aussi avec la formation. C'est hyper important au début d'accompagner les équipes, d'avoir quelqu'un, peut-être le référent justement CRM, qui soit dispo pour répondre aux questions des équipes, pour qu'ils vraiment ils prennent en main l'outil et ils soient capables de l'utiliser au quotidien pour vraiment, c'est idiot, mais rentabiliser l'investissement dans l'outil, rentabiliser l'investissement en temps dans la mise en place de tous ces process, et puis avoir des équipes qui vraiment sont à l'aise dessus et l'exploitent au maximum. Voilà, on a en résumé quelques points de ce webinaire que vous pouvez, je pense, garder en tête quand on décide de centraliser un peu tous ces process sur HubSpot. Je ne sais pas si on repasse quand même rapidement dessus pour... Je pense qu'on va un peu se répéter finalement. Je vais juste, avant qu'on conclue, je vais juste répondre à une question qui a été posée, qui est assez intéressante. Donc, est-ce que si un lead télécharge un livre blanc et qui l'ouvre un email de lead nurturing, vous considérez qu'il est assez mature pour être transmis aux sales? Alors, je vais répondre, ça dépend. Ça dépend surtout finalement du contenu qu'il a téléchargé. Si c'est quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement précis, et donc on se dit qu'il est très très avancé dans sa réflexion et dans son processus, oui, carrément. En revanche, si c'est quelque chose de très généraliste, par exemple dans le cas de Garance et moi, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences? Dans ce cas, c'est peut-être trop généraliste et la personne a besoin d'avancer un peu plus dans sa réflexion avant qu'on la recontacte. Et bien sûr, le replay sera envoyé à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, encore une fois aussi, si vous avez d'autres questions à nous envoyer par mail. Après, on sera hyper contente d'y répondre. Et je pense que c'est tout pour les questions. Ouais. Donc, je ne sais pas, Garance, si tu veux peut-être avoir le mot de la fin. Oh là là, quelle responsabilité, le mot de la fin. Non, écoutez, j'ai été ravie d'être parmi vous. Enfin, bon, moi, je pense que j'ai été assez claire dans mes propos et enfin, voilà, nous, c'est vrai que ça a tout changé dans la boîte, d'avoir HubSpot et puis d'avoir Marcantif qui nous accompagne. Ce que je pourrais dire aussi sur le fait parce que s'il y a des dirigeants, ou en tout cas, je ne sais pas qui assiste à ce webinaire, mais en tout cas, la question de l'externalisation versus internalisation de l'expertise est un sujet évidemment fondamental pour les CEO. Et moi, j'ai fait le choix de passer par une agence, et en l'occurrence Marcantif, parce que j'ai vraiment voulu aller chercher de l'expertise, même si on n'internalisait pas la fonction tout de suite. Et d'ailleurs, c'est même pas prévu là à court terme. Et c'est un choix que je regrette pas, parce que, en tout cas, quand on est dans une boîte en forte croissance, il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on ait des personnes qui vont être au niveau de nos enjeux business et vraiment... on parlait tout à l'heure aussi de temps de réaction. Moi, je pense que j'ai dû contacter Christian, qui est donc le CEO de Marcantif. Je ne sais plus, ça devait être en décembre. On a dû signer le contrat début janvier et le site, il était live le début février, quoi. Donc vraiment, le temps de réactivité a été hyper impressionnant. Et puis, ça s'est confirmé après au fur et à mesure des mois de la collaboration où vraiment... il y a un rythme très soutenu qui a été mis en place pour pouvoir délivrer. Donc voilà, donc un haut niveau d'expertise, une capacité à délivrer extrêmement rapide. Donc pour moi, l'externalisation, le choix que j'ai fait à l'époque, évidemment, je ne l'ai pas regretté. Et je trouve que voilà, c'est tout à fait pertinent quand on se lance dans un chantier comme ça d'une telle ampleur qui est de rassembler tous nos process market, sales dans un seul et même outil, d'avoir un partenaire, parce que c'est plus qu'un prestataire, c'est vraiment un partenaire qui va nous accompagner à un moment de la boîte à fort enjeu. Écoute, merci.
nous aussi, enfin, ça va être nul, hein, mais nous aussi, on a été hyper contents de pouvoir de commencer et de continuer même ce partenariat. C'est vraiment chouette et de voir ensemble les résultats finalement de ce qu'on a pu mettre en place, c'est vraiment chouette. Donc, merci pour ta confiance et puis on continue, hein, nous, de notre côté. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je sais qu'on a un petit peu débordé, mais merci beaucoup. On vous enverra donc bien sûr le replay et surtout n'hésitez pas vraiment à nous envoyer des questions. Peut-être que vous avez des cas d'usage assez spécifiques dont vous voudriez parler. On sera super content de comparer, on va dire, notre expertise à vos problématiques et d'en discuter avec vous. Je pense que c'est à peu près tout. Merci à tous. Merci à toutes et à tous.